Le ciel algérien est fermé, tel un bouclier impénétrable face à toute attaque ou bombardement. C'est la description directe formulée dans une enquête marquante publiée par le magazine spécialisé Military Watch, qui a affirmé dans un titre saisissant que l'Algérie est le seul pays arabe semblant hors de portée des frappes aériennes israéliennes et occidentales. Le choix du moment n'était pas anodin. Le rapport a été publié un jour seulement après une attaque israélienne dans la région, transformant une simple analyse technique en un message stratégique à forte portée. Une dissuasion intégrée. L'Algérie n'est pas tombée dans le piège de la dépendance à un seul fournisseur ni dans celui des versions allégées, livrées à d'autres États. Elle a choisi, au contraire, de diversifier ses sources d'approvisionnement en combinant des avions de combat Su-30, Su-35, MiG-29, des systèmes Solaire S-300, S-400, ainsi que des systèmes chinois avancés tels que le HQ, appuyés par des réseaux de détection à longue et courte portée, complétés par des moyens de brouillage et des règles d'engagement strictes. Le résultat n'est pas une simple liste d'équipements, mais une architecture aérienne en couches multiples, chaque couche opérant selon une doctrine propre et une empreinte spécifique empêchant l'assaillant de trouver un couloir sûr pour frapper rapidement et repartir indemne. Les leçons de la géographie et de l'histoire. Depuis 2010, après l'effondrement de la Libye sous les frappes aériennes occidentales, l'Algérie a accéléré le rythme de sa modernisation militaire. Le message était clair, celui qui veut préserver sa souveraineté doit commencer par le ciel. Ainsi, le budget de la défense est devenu un levier permanent pour l'entretien, la modernisation et l'entraînement, avec des allocations qui se sont élevées récemment à près de 25 milliards de dollars. Ces chiffres doivent être lus à la lumière de la géographie. L'Algérie est le plus vaste pays d'Afrique, avec plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, un littoral stratégique et de longues frontières terrestres qui exigent une couverture radar dense et des points d'interception flexibles. La souveraineté de décision, de nombreuses armées acquièrent des équipements modernes pour découvrir ensuite que les logiciels ou les conditions d'intégration imposées par les fournisseurs limitent leur usage au moment décisif. L'Algérie a évité ce piège en imposant des conditions strictes et en se tournant vers des partenaires qui permettent une plus grande marge de manœuvre en matière de contrôle et de modification locale. Cela signifie que les décisions de tir, ainsi que l'intégration entre radars, plateformes de missiles et chasseurs relèvent de la doctrine algérienne et non de directives externes. Ici, la souveraineté cesse d'être un slogan et devient une capacité tangible. La mécanique opérationnelle. L'alerte précoce commence par des radars longue portée qui détectent la menace et transfèrent la cible aux couches solaires moyennes et longue portée afin de réduire l'espace de manœuvre. Les systèmes de courte portée viennent ensuite combler les failles à basse altitude, tandis que les chasseurs intercepteurs restent en état d'alerte pour décoller et engager si nécessaire. Ce dispositif élimine pratiquement toute une zone grise par laquelle un assaillant pourrait passer. Chaque couche observe sous un angle différent et réagit à une portée distincte. Et l'interconnexion locale rend les tentatives de brouillage ou de pénétration beaucoup plus coûteuses et incertaines. Le coût politique et militaire. Le rapport de Military Watch ne prétend pas qu'Israël soit technologiquement impuissant, mais il souligne qu'une partie importante de sa flotte repose encore sur des versions plus anciennes de F-15 et F-16, dépourvues des radars les plus récents. Les recettes de frappe, qui ont fonctionné dans des environnements plus ouverts ou contre des défenses moins cohérentes, ne peuvent pas être appliquées avec la même efficacité face à un ciel construit sur la diversité des sources et l'intégration en couches. L'idée centrale est que le coût d'une aventure aérienne contre l'Algérie est bien supérieur à tout gain potentiel, avec des probabilités d'échec si élevées qu'elles incitent le décideur à reculer avant même de tenter. Un entraînement permanent, l'armement n'a aucune valeur sans entraînement. L'Algérie organise régulièrement des manœuvres intégrées qui coordonnent défense solaire, chasseurs et renseignements techniques, tout en maintenant la disponibilité des équipes radars et des unités de tir. Ce sont ces détails qui façonnent le rythme de la dissuasion. Un adversaire qui comprend qu'il fait face à un système vigilant, qui ne dort pas et n'hésite pas à appliquer ses règles d'engagement. En conjuguant budget soutenu, diversification des sources, souveraineté opérationnelle, couches défensives intégrées et entraînement constant, l'Alger. C'est une image forte. Très forte même. Et d'ailleurs, le titre d'une de ces analyses, il ne mâche pas ces mots. Le seul État arabe qu'Israël et l'Occident ne peuvent bombarder. Carrément, c'est brutal, non? Ah oui, c'est direct. Ça pose un cadre, disons, assez clair. Ou du moins qui se veut clair. On sent bien le poids géopolitique derrière. La question c'est,
sur quoi ça repose, concrètement? Comment on en arrive à dépeindre l'Algérie comme ça, quasi impénétrable vue du ciel? Mais il faut regarder les arguments avancés, bien sûr. Et tout ça, évidemment, dans un contexte international qu'on s'est tendu. On parle beaucoup de la fragilité du droit international, du retour de la force, la puissance militaire comme garantie de souveraineté pour certains. Alors, allons-y, essayons de décortiquer un peu cette situation et la stratégie algérienne derrière. Alors, ce qui est assez frappant, je trouve, c'est le moment où ce type d'analyse sort. Ah oui? Oui, le fait que ça émerge, d'après la source, juste après certains incidents régionaux. On parle d'une action attribuée à Israël contre le Qatar, par exemple. Bon, ce n'est sans doute pas juste une coïncidence. Vous pensez à une forme de message? Disons que publier un papier avec un titre aussi définitif, à ce moment-là, ça a une résonance particulière. Ça peut être lu comme une façon d'afficher une posture, oui, dans un climat régional très très tendu. L'effet psychologique est sûrement recherché. Bon. Cette quête d'indépendance technologique vis-à-vis de l'Occident. Absolument, c'est présenté comme un élément central. L'idée, en gros, c'est que beaucoup de pays achètent de l'équipement occidental, très sophistiqué parfois, mais... Mais il y a un mais. Voilà. Ces contrats viendraient souvent avec des restrictions, des versions export moins capables, des clauses qui interdisent l'usage contre le vendeur ou ses alliés. Et surtout, ce point critique des codes sources. Les logiciels qui pilotent tout, en fait. Les radars, le guidage... Exactement, c'est le cerveau des systèmes. L'analyse suggère que les Occidentaux garderaient la main sur ces codes. Et donc, l'acheteur n'est jamais vraiment autonome pour la maintenance, pour adapter le système, pour être sûr qu'il marchera toujours. Voire même le risque d'une désactivation à distance, une sorte de coupe-circuit. C'est le risque ultime qui est évoqué, oui. Ce qui évidemment relativise beaucoup la valeur stratégique de l'achat, même s'il a coûté très cher. Et l'Algérie, elle, aurait consciemment choisi une autre voie pour éviter ça? C'est la thèse principale. En se tournant historiquement et massivement vers la Russie et puis plus récemment la Chine, l'Algérie aurait cherché plus qu'un simple achat. Elle aurait visé un transfert de technologie plus profond et surtout un accès bien plus complet aux codes sources de ces systèmes majeurs. Pour être vraiment maître chez soi, quoi. C'est l'idée, acquérir une autonomie réelle, opérationnelle, de maintenance, se protéger contre toute dépendance ou contrôle extérieur sur sa défense. Donc, la diversification des fournisseurs, c'est pas juste pour les prix, c'est bien plus profond. Ah oui, ça dépasse largement la question commerciale. C'est une quête d'indépendance stratégique, vraiment. Ça s'inscrit d'ailleurs dans cette posture de non-alignement que l'Algérie revendique. Refuser de dépendre d'un seul bloc pour ses armes critiques, c'est affirmer sa souveraineté. Considérer que la maîtrise de l'outil, du matériel au logiciel, est essentielle. Exactement. C'est la condition sine qua non de l'indépendance dans ce domaine, selon cette vision. Ça pose sûrement des défis, intégrer tout ça, mais le but, c'est l'autonomie de décision. Alors, concrètement, cet arsenal, il ressemble à quoi? L'analyse parle d'une aviation de chasse très moderne. Oui, l'accent est mis sur les appareils russes. On parle des Sukhoi Su-30MK, qui sont polyvalents, et puis des commandes ou livraisons de Su-35, qui sont des chasseurs de supériorité aérienne, très performants. Il y a aussi des MiG-29, je crois. Des MiG-29 modernisés, oui. Selon cette analyse, ce cocktail donnerait à l'Algérie une capacité aérienne supérieure à beaucoup de ses voisins. Et en dessous, au sol, la défense antiaérienne, c'est là que le mélange Russie-Chine serait le plus net. Précisément, c'est peut-être ça le plus distinctif. Des investissements massifs dans des systèmes à longue et moyenne portée, les S-300 PMU-2 russes, bien sûr, et surtout les fameux S-400 Triumph. Ceux dont tout le monde parle. Voilà, réputés pour engager un peu tout. Avions, drones, missiles de croisière, même certains missiles balistiques à très longue distance. Mais il n'y a pas que ça. La Chine est aussi dans la boucle. Effectivement, l'analyse mentionne l'achat de systèmes chinois HQ9. C'est un peu l'équivalent chinois du S-300. L'idée défendue, c'est que cette superposition de systèmes russes et chinois crée une défense en couche très dense, très complexe à pénétrer. Parce que les systèmes sont différents, hein. Signature radar, logique d'engagement. Ouais. C'est ça. Ça compliquerait la tâche d'un attaquant potentiel, le brouillage serait plus difficile. Cette architecture multi-fournisseurs s'est présentée comme un atout majeur, assez unique dans la région MENA, à cette échelle en tout cas. Et pour voir arriver la menace, les radars, même logique. Tout indique que oui. Des réseaux de détection russes et chinois combinés pour couvrir ce territoire immense et les approches maritimes. L'objectif, une image aérienne complète, résiliente, capable de détecter même ce qui est furtif ou vole bas. L'intégration de tout ça, avions, solaires, radars, c'est évidemment le nerf de la guerre.
Cette montée en puissance, elle ne date pas d'hier, mais l'analyse pointe à un moment clé, une accélération après un événement précis. Oui, on rappelle souvent le contexte de l'après-2011, l'intervention en Libye. Ah, la chute de Kadhafi. Oui, provoquée largement par les frappes aériennes de l'OTAN. Le chaos qui a suivi juste à côté, aux frontières algériennes, ça aurait été un électrochoc. Une leçon sur la vulnérabilité face à la puissance aérienne. Et sur les risques de déstabilisation importés. C'est l'interprétation avancée. L'épisode libyen aurait bétonné la conviction à Alger qu'une défense aérienne et antimissile solide et surtout autonome était vitale. Pas juste pour dissuader une attaque directe, mais aussi pour se protéger des conséquences des conflits voisins, trafic, groupes armés. La défense de sanctuaires nationaux serait devenue encore plus prioritaire après 2011. Une réaction stratégique en somme. L'analyse va même jusqu'à comparer l'Algérie à d'autres acteurs militaires et la comparaison avec Israël est audacieuse, non ? C'est un des points qui fait le plus réagir, c'est certain. L'analyse irait jusqu'à dire que la flotte israélienne, pourtant très réputée, serait relativement obsolète sur certains points. Obsolète. C'est fort. L'argument principal avancé, c'est l'absence supposée de radar ESA, la technologie de balayage électronique actif la plus avancée sur une partie importante de leurs F-15 et F-16 plus anciens, alors que les Su-30 et Su-35 algériens en seraient équipés. Affirmer ça sur la flotte israélienne, connue pour son avance et son expérience, c'est pour le moins provocateur. Est-ce que c'est une affirmation technique solide ou de la communication stratégique ? Difficile à dire sans accès aux données classifiées, évidemment. Israël communique peu sur les détails de ses modernisations. Mais l'affirmation publique, elle, a une portée claire. Renforcer l'image de puissance de l'outil algérien en le mesurant à un standard très élevé. Que ce soit parfaitement exact ou pas, ça façonne une perception. Le contraste évolue donc. Algérie, forteresse impénétrable, et les autres, même Israël, seraient plus exposés selon cette lecture. C'est le tableau qui est brossé, oui. Et pour appuyer cette vision de puissance, on met en avant les chiffres, le budget défense notamment. Oui, on parle d'un budget qui aurait atteint des records, autour de 25 milliards de dollars. C'est énorme. Un des plus gros budgets d'Afrique et du monde arabe. Il faut dire que le territoire est gigantesque. Exactement. Plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, le plus grand pays d'Afrique. Une immense façade méditerranéenne. Défendre tout ça, ça demande des moyens, des capacités à longue portée. Donc, ce budget colossal et cette géographie expliqueraient cette priorité absolue à la défense aérienne. C'est la conclusion logique qui ressort. Une Algérie qui aurait bâti méthodiquement sa posture, pas par hasard, par des choix clairs, refus de la dépendance techno-occidentale, diversification Russie-Chine, investissement massif et constant. Tout ça en réaction à un environnement jugé instable et menaçant. La priorité absolue, sanctuariser le territoire, préserver l'autonomie. Coûte que coûte, apparemment. Donc si on résume, le message clé de ces analyses, c'est l'espace aérien algérien serait le plus sécurisé de la région MENA, peut-être même au-delà, le résultat d'une stratégie vraiment à part. Voilà, non-alignement technologique, gros budget, volonté d'autonomie opérationnelle. C'est très clair. Et ça nous amène à une dernière question, peut-être plus fondamentale. Au-delà de l'efficacité réelle des armes qu'on ne peut jamais évaluer parfaitement à l'extérieur, ça dépend de tellement de choses. Oui. L'entraînement, la maintenance, comment on les utilise. Oui. Quelle est l'importance de la perception d'impénétrabilité? Ce que cette image de forteresse, relayée par ces analyses, cherche à créer. Vous voulez dire que l'image pourrait compter autant, sinon plus, que la réalité technique pure ? C'est une question centrale en stratégie, non? Comment cette image, qu'elle soit 100% fidèle ou qu'elle ait une part de récit construit, comment elle influence la dissuasion? Comment elle pèse dans les calculs des autres? Est-ce que le simple fait de penser qu'attaquer l'Algérie par les airs serait extrêmement cher et risqué, est-ce que ça suffit à changer la donne, indépendamment des secrets des S-400 ou des Su-35? C'est sans doute aussi sur ce terrain-là, celui de la perception de la guerre psychologique, qu'une partie de l'enjeu se situe. Une réflexion qui reste ouverte, je crois.